je disais merci à tous. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui pour vous présenter des travaux que nous avons développés récemment. Donc, pour commencer, quelques mots sur Viaino. Donc, c'est une plateforme de recherche de l'Université de Bordeaux qui a été créée en 2009 et qui est spécialisée dans le développement, le déploiement et le transfert de méthodes en intelligence technologique. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas familiers du terme intelligence technologique, il renvoie à un ensemble de méthodes. C'est une pratique informationnelle plutôt qui aide les acteurs et qui les accompagne dans leurs actions de prise de décision en lien avec l'innovation. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous vous partageons des travaux que nous avons menés sur comment optimiser l'exploitation de données de presse à partir de techniques d'intelligence artificielle. Donc pour commencer, pourquoi travailler sur l'exploitation et l'exploration d'une nouvelle source de données pour comprendre l'innovation? Donc, de manière assez simple, l'exploration et l'exploitation de différentes sources d'informations va nous permettre de mieux comprendre l'innovation dans son contexte. Donc, je m'explique. Toute donnée présente des limites. Si on prend par exemple le cas du brevet, qui est une donnée incontournable pour comprendre l'innovation, elle n'en est pas moins une donnée qui est imparfaite. Tout n'est pas brevetable et tout n'est pas breveté non plus. Donc il y a un intérêt à utiliser plusieurs sources de données pour pouvoir venir compléter et vérifier les résultats obtenus. Autre élément, l'innovation, c'est un objet qui est complexe et qui ne se limite pas à la seule action de recherche et développement des acteurs. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, tels que des facteurs politiques, des facteurs réglementaires, etc. Donc, il y a tout intérêt à mettre en place des démarches et des approches multisources qui vont nous permettre d'avoir une compréhension plus globale des environnements innovants et des acteurs qui y participent. Ces approches multisources, elles sont aujourd'hui un challenge en intelligence technologique dans la mesure où elles nous interrogent sur comment associer les données les unes avec les autres, comment les rendre complémentaires et également comment les rendre interopérables. Donc c'est dans ce cadre que nous avons développé des travaux. Donc la première partie consistait à identifier quelles sources de données nous permettraient de bien comprendre l'innovation. Donc nous avons choisi de travailler sur les données de presse. Et la seconde partie de notre travail s'est basée sur comment exploiter cette donnée pour pouvoir avoir une approche de l'innovation qui soit plus complète. Donc déjà, premier élément, qu'est-ce qu'une donnée de presse ? Donc, les données de presse, ce sont des informations qu'on va recueillir à partir de sources médiatiques telles que les journaux, les magazines, les sites web ou encore les fils d'actualité. Elles peuvent être de nature variée. On va avoir des articles, des opinions, des communiqués de presse. Donc il y a une multitude de données de presse différentes. Et pourquoi les utiliser pour comprendre l'innovation? Eh bien parce que ces données-là sont de nature très variée et on va avoir des informations sur une multitude de sujets. Par exemple, sur les marchés, sur les produits, sur la relation entre les acteurs, sur la réglementation, la politique, etc. De plus, de par nature, les données de presse sont des données qui sont actuelles et donc on va avoir des informations en temps réel. Et dernier point, on va pouvoir identifier des acteurs que l'on n'aurait pas identifiés dans des données que l'on utilise traditionnellement en intelligence technologique, telles que le brevet ou les publications scientifiques. Donc, ces données, bien qu'intéressantes, présentent certaines limites. La première étant qu'il s'agit d'une donnée textuelle, semi-structurée, qui n'est pas catégorisée et qui relève de plusieurs sujets à la fois. Donc, il y a tout intérêt à pouvoir développer une méthode pour rendre ces données exploitables et interopérables avec les autres sources d'informations que l'on mobilise en intelligence technologique. Donc, nous avons développé une méthode que nous avons appliquée sur un cas, donc un cas fictif que nous avons pris qui porte sur la robotique autonome et plus spécifiquement sur les robots mobiles autonomes, les AGV et les AMR, qui sont un type de robots spécifiques qui peuvent se déplacer de manière autonome dans leur environnement sans avoir d'opérateur humain.
Donc nous avons fait une requête par mots-clés à l'aide d'opérateurs booléens que nous avons recherché dans la base de données Factiva, qui est une base de données presse de la société Dungeon, qui est une base de données par abonnement payant. Et donc nous avons recherché nos robots mobiles autonomes au sein de cette base-là. Donc comme vous pouvez voir, nous avons requêté uniquement en français. Donc ça, c'est un choix méthodologique que nous avons eu pour le développement de cette méthode dans un premier temps, pour ne pas avoir à se poser de questions sur la traduction des termes et des articles. Donc nous avons obtenu un corpus de 400 articles de presse que nous avons par la suite analysés. Donc Inigo va maintenant vous présenter la méthode d'exploitation et de traitement que nous avons opérée sur cette donnée pour les rendre utilisables et analysables dans une démarche d'intelligence technologique. Donc une fois qu'on connaît la problématique, qu'on a posé les bases de la problématique et des questions qu'on veut adresser, et bien maintenant l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on vient exploiter la technique, comment est-ce qu'on va utiliser la technique pour répondre à ces problématiques et de surmonter les défis qu'on a identifiés. Donc la méthode qu'on propose, c'est une méthode qui se déroule en 6 étapes. La première étant donc simplement l'extraction des données depuis la source. N'étant pas l'objectif principal, on a décidé tout simplement de faire des exports directement depuis l'interface web de la base de données qu'on utilise d'habitude. Ensuite, l'idée c'est de mettre en place un processus ETL, donc ETL pour Extract, Transform and Load, lors duquel on vient prendre la donnée telle que nous arrive depuis la source, on vient la retraiter, la mettre en forme pour la rendre exploitable par la suite. Ensuite, la troisième étape, c'est donc c'est la première qui vient ajouter de la métadonnée à notre corpus. Et donc, ce qu'on vient effectuer ici, c'est une catégorisation des articles presse. Et ce, par le moyen de 2 techniques différentes qu'on a jugées comme étant potentiellement pertinentes. La première étant celle d'une catégorisation par mots-clés, et la deuxième qui vient mobiliser donc un modèle d'IA. Tous les modèles qu'on utilise, il faut dire, sont déjà pré-entraînés, ils sont disponibles sur Internet, et des types Zero Shot, Text Classification. Donc, à l'issue de cette catégorisation, on vise donc à approfondir, à mieux structurer la donnée, et ce, par le moyen d'encore un autre modèle d'intelligence artificielle, cette fois-ci des types Question Answering. Et pour venir aider l'analyste qui va passer derrière et qui va construire l'analyse, l'histoire qu'on veut raconter à travers sur notre dataset. Parallèlement à toutes ces étapes des catégorisations et des question answering, on peut aussi mener une autre étape. Il s'agit tout simplement d'identifier les entités qui sont nommées dans les articles de presse. Et ce, par un dernier modèle d'IA, cette fois-ci des types NER, donc NER, Named Entity Recognition. C'est donc à l'issue de cette 5e étape qu'on va faire ce qui constitue le cœur de notre métier en tant qu'analyste en intelligence technologique, et on vient analyser la donnée. Là, l'idée, c'est donc de passer un peu plus en détail en revue chacune des étapes. La première étant donc celle du processus ETL. ETL, Extract, Transform and Load. La première étape, il s'agit d'extraire la donnée depuis la source. On l'extrait de la base de données Factiva de chez Dow Jones, une base de données qu'on utilise assez couramment, qu'on est habitué à utiliser. Ensuite, on vient transformer la donnée. Et la donnée, il faut savoir, depuis Factiva, il arrive sous forme plusieurs fichiers TXT, avec plusieurs articles dans un même fichier, même si évidemment, il y a des marqueurs, des délimiteurs, des keywords, qui nous permettent donc, à l'aide d'expressions rationnelles, de bien identifier les champs, chacun des champs qui appartiennent à chacun des articles. Et donc, à l'aide de ces expressions rationnelles, on est capable de les mettre en forme. Ensuite, on n'a plus qu'à sauvegarder le fichier sur le bon format, sur le format que nous, on a retenu. Ici, tout simplement des fichiers CSV qu'on va exploiter par la suite. Ici en bas, vous voyez un petit extrait des expressions rationnelles qu'on a mis en place. Ensuite, on vient tester la première des approches des catégorisations de texte. Tout simplement, ce qu'on appelle une approche par dictionnaire, un dictionnaire de mots-clés. On aurait donc défini en amont les catégories, la liste des catégories qu'on souhaiterait identifier dans les articles de presse, et donc ensuite, on vient y associer des mots-clés. Toute une liste de mots-clés qui permettrait d'identifier dans un article une catégorie précise.
Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on n'a plus qu'à chercher ces mots-clés dans les textes de l'article. On a fait un choix, on a fait le choix de n'aller le rechercher que dans les titres et l'abstract. Là encore, vous le voyez ici en bas, c'est un petit extrait du dictionnaire de l'innovation, de ce dictionnaire des mots-clés qu'on a construit. On vient utiliser encore des expressions rationnelles. Par exemple, là, si on prend la dernière, c'est une sortie commerciale. Et donc, pourquoi a-t-on utilisé des expressions rationnelles? Tout simplement parce qu'avec une seule entrée dans ce dictionnaire, et pour le mot dévoiler, ben, on est capable d'identifier à la fois dévoile, on dévoilait, dévoileront et toutes ces variations du même mot. Ensuite, l'autre technique qu'on a voulu tester, puisqu'on s'est dit que c'était potentiellement pertinente, c'est cette technique d'IA, des Zero Shot Text Classification. Et donc, la première étape, évidemment, il faut le faire en amont, c'est la définition des catégories. Ensuite, on vient mener un processus itératif, lors duquel on vient ajuster ces intitulés des catégories, pour ensuite aller les chercher dans le texte. Et cette étape, elle va nous permettre de déjà semi-structurer la donnée et que l'analyste, par la suite, n'ait pas à lire les 400 articles qui composent notre dataset, mais tout simplement le morceau de texte que... non, pardon. Désolé. Non, c'est pas ici. Ouais. Donc, non, pardon. Je reprends. On vient ajuster ces noms des catégories et on vient le chercher dans le texte. Ici, l'enjeu, c'est d'établir un bon seuil de pertinence, qui nous permettrait de capter un maximum de résultats pertinents, avec évidemment un minimum de bruit. Et donc, maintenant qu'on a mené ces deux tests sur les deux approches, eh bien, on a fait un petit constat. Et évidemment, c'est logique. À chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Des avantages par rapport à l'approche par dictionnaire, un degré de finesse plus élevé, puisqu'on travaille au niveau des mots. Et également, c'est facile à faire évoluer, puisque si on avait une nouvelle catégorie qu'on aurait identifiée, ben, il suffit de la rajouter à ce dictionnaire de l'innovation avec les mots-clés qui vont avec, et on serait capable de l'identifier. En tant qu'inconvénient, néanmoins, il y en a évidemment, un mot-clé peut apparaître dans un article, et donc, il permet donc de l'associer à la catégorie qu'elle représente, que ce mot-clé représente. Mais ce mot, on peut aussi le retrouver dans un autre article, sans l'essence qui fait qu'on puisse l'associer à la catégorie. Certaines catégories, effectivement, ne peuvent pas aussi être définies par des mots-clés. C'est le cas des catégories un peu abstraites, comme par exemple état des lieux ou tendance du secteur. C'est compliqué de trouver des mots-clés qui permettent précisément d'identifier la catégorie. Par rapport à l'approche Zero Shot, elle est plus rapide à prendre en main puisque nous, on travaille avec des modèles qui sont disponibles sur les sites internet de Hugging Face. Et on le prend et on les utilise. Donc c'est plus rapide. On prend le modèle et on est capable de l'exploiter. C'est également une approche qui est plus flexible. Néanmoins, on possède moins de contrôle sur le résultat. Également, ça nécessite d'une réflexion profonde pour établir un bon seuil de pertinence et pour capter des résultats, enfin, un seuil qui soit performant, donc un maximum de résultats pertinents avec un minimum de bruit. Et aussi, il faut savoir qu'améliorer les résultats d'une catégorie peut entraîner la diminution de performance dans une autre catégorie. Donc, petite conclusion, la donnée presse, elle est compliquée à travailler, elle est compliquée à exploiter. Et puisque la manière dont les mots sont utilisés, le langage des articles de presse, les rend cette donnée assez compliquée à exploiter par la suite. Et donc, même si ce n'est pas parfait, c'est l'approche par mots-clés qu'on a retenue comme étant la plus pertinente aujourd'hui. Et donc maintenant, effectivement, ce que je disais avant. Et cette étape de question answering, on vient définir encore les catégories en amont, et on vient y associer des questions. On vient y associer des questions qui déjà vont nous permettre de construire un dataset avec les morceaux de texte qui sont pertinents en lien avec les catégories des articles, pour faciliter justement la tâche de l'analyste par la suite. Et donc, vous voyez par exemple quelques questions qu'on a listé quelques questions en lien avec les catégories. Évidemment, il y en a bien plus. Donc, et parallèlement donc, comme je disais tout à l'heure, à ce processus de catégorisation et de question answering, on mène cet autre processus de reconnaissance d'entités qui sont nommées dans les articles.
Et ces tâches, on l'a fait à travers d'un modèle d'intelligence artificielle encore pré-entraîné des types NER, donc Named Entity Recognition. On vient donc parcourir les datasets des articles de presse, on lui donne le titre et l'abstract, et on obtient les entités qui sont nommées. Ce n'est pas, enfin évidemment, ce n'est pas parfait, on en parlera par la suite. Et donc, à l'issue de cette étape, on est prêt, notre dataset, il est prêt, on peut l'exploiter. On peut faire l'analyse de ces données, qui est notre cœur de métier. Alors, je vais vous présenter quelques extraits des résultats que nous avons pu obtenir à travers cette méthode. Donc, dans un premier temps, l'export des articles nous a permis de réaliser une dynamique temporelle de publication des articles et qui nous permet d'apprécier l'intérêt porté sur le domaine que l'on étudie, à savoir la robotique mobile autonome. Ensuite, si je continue sur la méthode, la catégorisation des articles nous a permis de comprendre quels étaient les sujets associés aux articles dans le domaine. Donc, par exemple, si on souhaitait se concentrer sur les produits issus de la robotique mobile autonome, on se serait focalisé sur la première catégorie, les sorties commerciales. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de catégories qui ont toutes été vérifiées et validées. Donc, si je poursuis à nouveau sur la méthode, ensuite nous avons pu identifier les acteurs qui étaient mentionnés dans les articles à travers donc les techniques de NER, donc en anglais, reconnaissance d'entité nommée, pardon, et ce qui nous a permis d'identifier quels étaient les acteurs qui étaient le plus mentionnés dans les articles. Donc si on croise cette donnée des acteurs à nos catégories que l'on a créées à travers le dictionnaire de l'innovation, on peut assez facilement identifier sur quel sujet étaient référencés les articles, les acteurs, pardon. Donc, pour l'exemple, on s'est focalisé sur un acteur, donc Velodine Lidar, qui est le premier acteur qui apparaît dans les publications, alors dans les données de presse en français. C'est un acteur américain spécialisé dans les technologies Lidar. Et donc, la lecture des titres dans lesquels des articles dans lesquels il apparaissait par catégorie nous a permis de comprendre assez globalement en fait les actualités associées à cet acteur. Donc si on regarde dans un premier temps, entre 2019 et 2020, il a été présent au sein de 2 salons, le TOC Europe et Modex 2020. Entre 2019 et 2021, il a sorti 4 produits, dont le Velabit en 2021, les capteurs Velabit pardon, en 2021, qui ont eux-mêmes remporté le prix de l'innovation de la Silicon Valley en 2020. Et puis, on peut également se concentrer sur les acteurs avec lesquels il a été en lien, notamment les rapprochements et les collaborations. Donc, on peut voir qu'entre 2020 et 2022, il s'est rapproché ou il a collaboré avec 3 acteurs. Donc, ces résultats-là qu'on peut facilement récupérer à l'échelle de 1 acteur, la question dont on a voulu se poser, c'est est-ce qu'on peut le reproduire à l'échelle de notre corpus? Rappelez-vous, on avait 400 résultats. Est-ce qu'il faut qu'on lise l'ensemble des titres associés à nos publications, à nos données de presse, pardon, ou on peut utiliser une méthode qui va nous permettre de récupérer les informations qui nous intéressent? Et c'est là qu'intervient la technique de question answering, dont je vais vous montrer les principaux résultats, donc toujours sur notre acteur Velodine Lidar. Donc par exemple, pour les événements, on a posé 2 questions. Quel est l'événement et où est l'événement? Donc ici, les lignes représentent les articles. Donc rappelez-vous, Velodine Lidar était lié à 3 événements. Et donc, les résultats qu'on a pu obtenir à partir de ces questions nous ont paru relativement pertinents. Ce constat, on l'a également opéré pour les compétitions et les sorties commerciales. Donc si je prends le cas des sorties commerciales, on s'est intéressé à quel était le secteur d'activité, quels étaient les produits mentionnés et quels étaient les avantages du produit. Et là, à nouveau, on a trouvé que les réponses qui ont été établies par l'algorithme étaient relativement pertinentes. Et ce constat, on l'a également évalué à l'échelle de tout le corpus. Donc, ça
ce sont des résultats qui vont nous permettre un gain de temps considérable dans le traitement de nos données de presse. En ce qui concerne les partenariats, ce constat, il est tout autre. On a cherché à identifier quels étaient les partenaires, et là, l'identification était beaucoup moins aisée. On a eu du mal à identifier les partenaires qui étaient mentionnés dans les articles. Soit ils n'étaient pas mentionnés, soit ceux qui étaient mentionnés n'étaient pas forcément des partenaires. On a posé plusieurs questions. Là, on ne les a pas exposées, mais il y avait d'autres types de questions qui cherchaient à comprendre quelles étaient les relations entre les acteurs. On a cherché à qualifier le lien. Par exemple, qui a racheté qui? Et alors ça, la compréhension du lien entre deux acteurs, c'est quelque chose qui n'a pas du tout marché. Donc là, on est arrivé à la limite en fait, de l'algorithme sur notre méthodologie. Donc pour conclure sur les résultats, donc, les données de presse, de par la richesse des informations qu'elles nous apportent, en font une donnée complémentaire dans une approche multisource relativement pertinente pour comprendre l'innovation et les acteurs qui y participent. En ce qui concerne leur exploitation, donc on a mis en place tout un processus avec des algorithmes et des méthodes d'intelligence artificielle. Certaines ont été très pertinentes, d'autres beaucoup moins. Donc le découpage du texte en dictionnaire nous a permis de comprendre les sujets qui étaient associés aux données de presse, ce qui nous permet assez rapidement de se concentrer sur les sujets qui ont un intérêt pour nous, en fonction de notre problématique. La limite se passe au niveau des articles qu'on n'arrive pas à catégoriser. Ici, sur les 400 articles, il y avait 30% d'articles que l'on n'a pas pu catégoriser dans la mesure où c'était il parlait plus généralement en fait de la technologie et donc c'était difficile à travers des mots-clés de pouvoir identifier à quoi se rapportaient les articles. En second point, donc les techniques d'intelligence artificielle de reconnaissance d'entités nommées ont été particulièrement bien perçues. Seuls 5% de nos articles présentaient des erreurs dans l'identification des organisations. Ces erreurs étaient de deux natures. La première, on a identifié des organisations qui n'en étaient pas, par exemple les événements, ou encore des concepts relativement larges, industrie 4.0, industrie du futur. Et autre élément, il y a des entités, des organisations qui n'ont pas été reconnues. Et là, on n'a pas réussi à identifier un point commun entre ces organisations qui n'ont pas été reconnues par le modèle. Et pour finir, donc, les techniques d'intelligence artificielle de question answering nous ont permis d'aller un peu plus dans le détail, dans le contenu des articles. Donc c'est une technique qui est relativement intéressante. Mais qui présente des limites, notamment dans la compréhension des relations entre les acteurs. Donc pour finir et pour conclure sur cette méthode, les techniques d'intelligence artificielle que l'on a mobilisées nous ont permis d'optimiser le traitement des données de presse. Mais il faut savoir que derrière, ce n'est pas presse-bouton. Il a fallu valider la donnée et la retraiter. Parce que ce que l'on obtient de ces différents algorithmes, c'est du texte. Et ce texte-là, il faut pouvoir le retraiter pour pouvoir l'analyser. Donc, la méthode est intéressante, mais elle nécessite encore des améliorations et des prolongements que Inigo va vous présenter pour finir. Donc, ouais, comme le disait Inès, ben, évidemment, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, évidemment, ce n'est pas une méthode qui soit finalisée. Il y a plein de points de prolongement sur lesquels on peut travailler encore pour l'améliorer, pour la rendre plus performante. Par exemple, on a identifié ces 5 points. Le premier étant la consolidation tout simplement de c'est ce qu'on appelle les dictionnaires de l'innovation. Donc, ces dictionnaires des mots-clés qu'on a construits. Et évidemment, on peut continuer à trouver d'autres catégories qui peuvent être intéressantes. On peut continuer à peaufiner les mots. Évidemment, une deuxième voie, peut-être l'extension de la sélection des données aux articles anglophones. On a décidé de rester sur le français parce qu'on évite des problématiques de traduction. C'est plus facile pour nous de contrôler les articles et le résultat qu'on obtient. Mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de toutes les informations qui seraient publiées qu'en anglais. Il faudrait aussi penser à tester et adapter la méthode pour des données de presse en libre accès. Aujourd'hui, on a décidé de rester sur Factiva. Factiva, une base de données qu'on connaît, qu'on exploite pas mal. Et donc, voilà, on a décidé de rester sur ce qu'on connaît. Et adapter la méthodologie aux données de publications scientifiques est également intéressant. Et même si ce n'est pas tout à fait le même type de données,
Et c'est une technique qui peut être intéressante et donc à voir. Et finalement, il serait également intéressant de qualifier, de réfléchir à comment on pourrait faire cette qualification des relations entre les différentes organisations. Par exemple, dès qu'on identifie un contrat commercial, mais qui est le client, qui est les fournisseurs, exploiter cette donnée peut être également intéressant. Ça vient rajouter une autre couche à notre analyse. Donc, c'est une voie qui reste à explorer. Et merci beaucoup pour votre attention. En espérant que ça vous ait plu, on reste tout à fait disponible pour des questions. Merci Inès, merci Inigo. On a le temps de prendre une seule question. Peut-être pourriez-vous nous donner en 2 mots, nous parler de la structure via Inno dont vous faites partie? Oui, via Inno, c'est ça. Oui, via Inno. Donc, comme je disais, c'est une plateforme de recherche de l'Université de Bordeaux. Donc, on est situé sur le campus de Pessac, pas loin d'ici. Donc, elle a été créée il y a maintenant 13-14 ans, à l'issue d'un ingénieur de recherche du laboratoire d'économie, donc le GRETA, qui est maintenant le BSE. Et donc, nous sommes spécialisés dans les techniques d'intelligence, dans les méthodes d'intelligence technologique. Donc, nous traitons différentes sources de données pour comprendre l'innovation. Donc, l'objectif de Via Inno va être d'aider les acteurs à mieux se structurer dans la compréhension de leurs environnements. Et pour ça, donc, on va mettre en place des méthodologies. On forme donc aux techniques d'intelligence technologique. On va les aider à se structurer sur leurs travaux, sur la façon de réfléchir à l'innovation. Et également, on intervient au sein des écoles, des cursus, que ce soit à l'université à Bordeaux en économie, mais également dans les écoles d'ingénieurs pour les former à ces méthodes que l'on développe.